Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré au thème « Où va l'Algérie ?» Où va l'Algérie à ce moment important d'un mouvement qui, depuis un peu plus d'un an et demi presque maintenant, a déclenché la population contre les autorités pour essayer d'obtenir démocratie et un gouvernement pluraliste. Avec nous, Mohand Bakir, qui sera notre premier invité, journaliste chez Berbère TV. Puis ensuite, Karima Diresh, historienne franco-algérienne et directrice de recherche au CNRS, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Et puis, avec elle, il y aura Amina Afaf Chayeb, que vous pouvez voir donc sur votre écran, qui est membre du mouvement citoyen et politique Ibtikar et spécialiste du numérique et qui représentera une très jeune Algérie. Et puis, enfin, notre grand témoin sera Benjamin Stora, historien, professeur à l'Université de Paris 13, auteur d'une mémoire algérienne qui vient de paraître chez Bouquin Lafon, et Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, aux éditions Bayard. Alors, Mohand Bakir, je vais commencer avec vous. Vous êtes donc journaliste à Berbère TV. Est-ce qu'on peut dire que le 22 février 2019, le moment de déclenchement de ce mouvement social assez extraordinaire, pour vous, ça a été un moment exceptionnel d'une part, mais est-ce qu'on peut expliquer, derrière la revendication pas de 5e mandat pour Bouteflika, s'il y avait au fond quelque chose qui bouillait dans la marmite ? Alors bonjour Antoine, bonjour à vos invités et aux téléspectateurs. Le 22 février, c'était pour beaucoup d'Algériens un grand moment d'interrogation et d'angoisse, et ensuite il a été un moment de libération, et petit à petit il a commencé à se transformer en euphorie et au moment d'espoir. C'est vrai que lorsque les appels ont émané sur les réseaux sociaux pour des manifestations, il y avait énormément de craintes, beaucoup d'attentes et beaucoup d'interrogations. Et dès que les premiers manifestants ont commencé à investir la rue, notamment à la place 1er mai à Alger, je pense qu'il y a eu une onde gravitationnelle qui a traversé l'Algérie et qui a libéré quelque chose qui était potentiel, donc qui s'est accumulé au fil du temps. Ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est comment expliquer, si vous voulez, au fond, que ce 5e mandat, que l'immense majorité de la population ne voulait pas pour Bouteflika, est débouché sur quelque chose de beaucoup plus vaste, mais en même temps de quelque chose qui est un mouvement qu'on appelle le Hirak, et si j'ai bien compris, mouvement qui parle d'en bas, ça veut dire ça, d'en bas, ce mouvement qui parle d'en bas et qui peine tant, pour moi, occidental, européen, français, hexagonal, à s'organiser. C'est-à-dire l'impression qu'on a, c'est que c'est un mouvement social très fort, mais on ne voit pas les porte-paroles de ce mouvement. On a l'impression qu'au fond, ce mouvement, il est un peu désorganisé. Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Le premier aspect, d'abord une remarque préliminaire, c'est la dénomination de Hirak. La dénomination de Hirak n'est pas du tout neutre, et elle fait partie des luttes, elle fait partie des confrontations qu'il y a à l'intérieur même de ce mouvement social. Et il y a bien sûr cette dénomination de Hirak qui a été portée par des franges de la dynamique sociale, et pas forcément les plus radicales ou celles qui ont des positionnements les plus transparents. Il y a aussi la dénomination de révolution du sourire, parce qu'elle est sortie, d'une affiche d'une jeune fille qui a porté cette pancarte avec un très beau sourire, une jeune rouquine qui était dans les rues d'Alger. Et cette dénomination de révolution du sourire, elle a la prétention de reprendre l'esprit même de ces kermesses, de ces grands moments de rassemblement dans les rues algériennes. Donc je vous disais que le Hirak n'est pas du tout neutre. Les gens qui voulaient limiter cette dynamique sociale à la seule contestation de l'aile Bouteflika ont tout fait pour imposer cette dénomination. Et même d'autres milieux médiatiques beaucoup plus larges que les milieux algériens ont très vite adopté cette vision.
peut-être qu'il faut y voir aussi une résurgence d'une culture orientaliste qui a du mal, qui a du mal à passer. Ça comme remarque préliminaire. Pour ce qui est du mouvement, je pense qu'il faut l'aborder sur différents niveaux, au moins sur 2 niveaux. Un niveau de surface qui est un niveau politique, qui est celui de la contestation des potentats de façade, qui est Bouteflika, ou qui peut être aujourd'hui Tebboune. Donc c'est la contestation d'une façade politique qui perdurait et qui est arrivée à un moment où c'était une question d'orgueil, une question un sursaut d'humanité au sens le plus élémentaire. Comment est-ce que quelqu'un qui était quasiment impotent pouvait être présenté à un énième mandat dans un pays où l'essentiel de la population est âgée de moins de 30 ans. Je pense que ça a été le déclencheur. Mais ça reste un élément de surface, à mon avis. Parce qu'en profondeur, ce mouvement, en profondeur, c'est au niveau historique, et M. Benjamin Stora pourra en dire quelque chose, ou pourra affirmer ou confirmer ce que je dis, c'est que c'est un moment de résurgence du mouvement national algérien. Le mouvement national algérien, depuis les années 20, depuis sa naissance, a eu des développements comme tout mouvement historique. Il a eu des moments d'échec, des moments de succès. Et malheureusement, les lendemains de l'indépendance n'ont pas permis à ce mouvement national algérien de réaliser ses objectifs. Il y a eu une forme de captation, il y a eu une forme de détournement qui s'est opérée. Et nous avons assisté à la mise en place d'un système patrimonial, de privatisation des institutions, de confiscation de la souveraineté, et qui, disons-le, a duré jusqu'à maintenant, et qui dure jusqu'à maintenant. Pas qui a duré, qui dure jusqu'à maintenant. Mohamed Bakir, on est quand même dans une situation un peu difficile, c'est-à-dire qu'en fait, on a un nouveau président qui a été élu par une minorité, beaucoup de gens n'ont pas été votés, mais on peut dire de l'extérieur qu'on se pose la question de savoir comment cette opposition peut, encore une fois, s'organiser. Et vous ne m'avez pas répondu sur le problème de l'organisation. Moi, je vois la répression autoritaire qui frappe ce mouvement Irak, lorsque le blogueur Walid Keshida est en préventive, lorsque dans la dernière période des journalistes comme Khalid Drareni ou Karim Tabou sont mis en prison, quand on voit ce qui arrive à Abdelawab Fersaoui, le président de l'association Rage, on a l'impression qu'on a une espèce d'appareil autoritaire. Karim Tabou et bien d'autres. On a l'impression, si vous voulez, d'un appareil autoritaire qui est décalé par rapport à la population, mais on ne voit pas très bien quelles sont les organisations de la population en face de cet appareil autoritaire. Je pense à mon avis, la non-organisation apparente du mouvement est en elle-même une forme d'organisation. Peut-être que c'est pas évident à percevoir. Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, qui n'est pas encore très clair, mais la non-organisation formelle est un mécanisme de défense de cette dynamique, sociale. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, depuis la colonisation, et peut-être même bien avant, depuis la chute des dernières dynasties autochtones, en 1515, donc depuis l'arrivée des Ottomans, l'Algérie est un pays profondément déstructuré et qui avait du mal à se construire de par le fait de moments de violence très importants. Et c'est une société qui n'a pas pu secréter ses propres institutions et les stabiliser. Donc, c'est dans cette dynamique-là, c'est dans cette perspective-là que le mouvement actuel peut être perçu, à mon avis. C'est un peuple qui est en train de surgir. Ce n'est pas simplement une opposition qui est en train de s'affirmer contre des potentats, contre un État patrimonial qui est là. C'est une nation qui est en train de naître. Et c'est normal que ce soit quelque chose de contradictoire. Que ce soit des moments d'avancée, le fait de reconquérir l'espace public, le fait de se manifester et de manifester ce désir de vivre ensemble,
d'exister. C'est déjà quelque chose de phénoménal. Maintenant que ça ne prenne pas des formes, disons, classiques tout de suite, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. C'est parce Thibaut Valentin, Thibaut Valentin va vous poser une question. Oui, Monsieur Bakir, pourquoi utiliser ce terme de révolution, puisque le terme de révolution implique quand même une notion de renversement. Aujourd'hui, si des têtes tombent, le système n'a absolument pas changé. Je ne pourrais pas utiliser un autre terme que celui-là. Nous avons affaire à un État patrimonial et nous voulons un État national, démocratique et social. Oui. C'est une révolution au sens... Attendez, mais qui c'est nous? Qui c'est nous? Nous voulons... Nous, les Algériens. Nous, les Algériens. Oui, mais nous, les Algériens, mais il y a aussi des Algériens qui mettent en prison des journalistes, des intellectuels dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi des Algériens. Vous dites nous, les Algériens, et les autres Algériens. Oui, les autres Algériens sont des Algériens qui ont confisqué la souveraineté du peuple, qui monopolisent les moyens de l'État et qui se permettent aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde. Alors, Mohamed Bakir, on va discuter ce sur quoi... De désigner un président alors que le corps électoral, et je pense que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité, le corps électoral a voté, on est tous dans la rue. Si on revient sur le 12 décembre, on avait des bureaux de vote qui étaient désertés et une rue qui était investie par des manifestants. Mohamed Bakir, qui y a derrière quand même ces gens qui sont au pouvoir? Alors pendant très longtemps, on a dit qu'il y avait l'armée. Monsieur Salah général Salah a joué un très grand rôle, et puis il est mort en décembre dernier. Et à la suite de ça, l'armée a continué à avoir un certain contrôle de la situation. J'ai l'impression qu'elle ne joue plus exactement le même rôle que celui qu'elle jouait sous Bouteflika. Il y a eu un petit déplacement. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord. Et deuxièmement, il y a toute la question économique. Avec ce que nous avons connu avec le Covid, on a une chute du prix des hydrocarbures. Et pour l'Algérie, c'est absolument fondamental, évidemment, cette question économique. Alors, expliquez-moi si éventuellement, ceux qui contrôlent la rente pétrolière sont derrière cette minorité qui aujourd'hui a le pouvoir. Ils ne sont pas derrière, ils sont le pouvoir. C'est un État patrimonial. Nous avons une caste qui s'est constituée, qui petit à petit, qui a démarré dans les années 60, elle a démarré par des petits privilèges. Le privilège, c'était de pouvoir mettre son cousin à la tête d'une unité de production. C'était la possibilité d'avoir une belle villa de fonction ou de disposer d'un chauffeur avec un véhicule pour ses enfants ou son épouse. C'était ça les petits privilèges qu'il y avait à l'indépendance. Petit à petit, disons que le tournant, c'est aux alentours de 73, donc avec l'augmentation des revenus pétroliers, les appétits ont grandi. Et là, les avantages étaient beaucoup plus conséquents et ils sont allés jusqu'à privatiser, transférer le monopole sur le commerce extérieur et le transférer vers des intérêts privés. Aujourd'hui, on a de quasi-monopoles qui existent au niveau économique et qui assoient des pouvoirs qui ne sont pas toujours apparents. La façade politique n'est pas déterminante en elle-même. Et l'armée en tant que corps social n'est pas le pouvoir. Par contre, il y a des militaires qui détiennent le pouvoir. Il y a des bureaucrates qui détiennent le pouvoir. Et il y a des détenteurs de capitaux qui détiennent le pouvoir. C'est la combinaison entre ces composantes-là, donc entre les détenteurs de la force publique, certains détenteurs de la force publique, certains détenteurs de capitaux et certains détenteurs de postes bureaucratiques, c'est ça qui forme la caste qui patrimonialise l'État. Nous sommes devant un État néo-patrimonial. Même si nous ne sommes pas dans une monarchie, nous avons des gens... Vous savez, quand les Algériens discutent entre eux, ils disent les décideurs. Les décideurs. C'est un mot qui est très juste.
on dit Permettez-moi souvent, de dire que l'expression est assez floue, les décideurs. Moi, j'aimerais, par exemple, que vous me disiez s'il y a des différences à faire entre, d'une part, le FLN et, d'autre part, le RND. Vous m'avez dit le RND, qui est un autre parti politique qui... Attendez, s'il y a des différences entre ces deux partis, et surtout s'ils représentent quelque chose de différent et donc une certaine pluralité au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que c'est tellement flou qu'on n'arrive pas à serrer exactement la nature du pouvoir, comme on n'arrive pas à serrer exactement la nature du mouvement populaire qui s'y oppose. Et avec la Covid, on a l'impression que l'autorité a pris prétexte de l'épidémie pour être de plus en plus autoritaire, puisque encore récemment, El Manchar, ce journal qui s'appelle La Scie, la médisance, a été arrêté, alors que c'est un journal humoristique. Et donc, c'est très grave, parce qu'ils ont été obligés d'arrêter, ce qui signifie qu'il n'y a plus de possibilité par la presse de contester, ou de moins en moins. C'est un peu comme si ce pouvoir que vous décrivez par le flou, les décideurs, en face vous nous dites le flou, nous, le peuple, n'avait pas, disons, de moyens d'être saisi. Et j'aimerais qu'on entre dans le détail et qu'on sache ce qu'il en est concrètement, et du pouvoir et des oppositions. Alors, M. Sfer, je ne peux pas rentrer dans le détail tel que vous l'attendez. Pourquoi? Parce que je ne peux pas considérer que la crise actuelle est une crise politique, c'est une crise historique. C'est, je vous le répète, la naissance d'un État. Nous ne sommes pas dans une logique d'une alternance de pouvoir, d'une démocratisation des institutions qui sont en place. Nous voulons créer un nouvel État. Nous voulons nous affirmer comme un peuple souverain. Vous m'avez toujours pas dit qui est nous. Vous m'avez toujours pas dit qui est nous. Nous sommes en 1789, pour reprendre le titre de M. Benjamin Stora, qu'il a utilisé par rapport à l'épisode 2011 des mouvements populaires sur la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes en 1789. Nous n'essayons pas de réformer l'État qui était le roi. Nous voulons instituer un État qui émane du peuple. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas discuter de petites différences qu'il y aurait entre des appareils de contrôle de la société, que sont le FLN, qui est le RND, qui est une grande partie de la classe politique qui est en place, qui est l'appareil des imams, qui est l'appareil éducatif, qui est l'appareil judiciaire, etc. Nous sommes dans un moment, l'Algérie aujourd'hui, soit elle fait le pas de reprendre le cours de son mouvement national qui a été freiné, qui a été bridé, qui a été détourné, comme a dit Rachid Noumouni, ou bien ça va être un moment dramatique de régression. Thibault Valentin. Oui, mais monsieur Bakir, moi je comprends bien ce que vous nous dites, mais quels moyens vous avez pour arriver à ce changement? Parce que la traduction politique du mouvement paraît impossible, et en même temps, le mouvement reste pacifique, donc il n'impose pas de rapport de force avec l'État. Donc quels moyens concrets vous avez? Il impose un rapport de force. Je pense que ce qu'on a vu durant une année, durant un peu plus d'une année, nous avons vu des citoyens qui ont repris une très ancienne tradition qui est celle du combat démocratique. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, le combat démocratique pour les Algériens, le combat pacifique. Durant la colonisation, très longtemps, et vous savez très bien que l'un des mouvements essentiels qui a servi à populariser l'idée d'indépendance portait le titre de mouvement pour les libertés démocratiques, ce qui était pour le triomphe des libertés démocratiques, le TLD. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, après l'indépendance, les luttes syndicales, les luttes des intellectuels, tout ça, ce n'est pas nouveau, le pacifisme et le combat démocratique. Oui, bien sûr, mais juste... le rapport de force, excusez-moi, le rapport de force, lorsque vous vous trouvez dans une situation, je vous renvoie au 12 décembre, lorsque vous vous retrouvez, bien sûr, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. La planète n'a pas voulu regarder. Mais nous, on savait ce qu'on était en train de faire. Lorsque nous étions des millions dans la rue à dire on ne vote pas, on ne suit pas notre droit, et que
c'est des militaires qui ont fait, qu'on a fait voltiger sur les bureaux de vote. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ça ne suffit pas. Attendez une seconde, Monsieur Morad. Laissez Thibault pour vous poser sa question. Oui, bien sûr. Non, mais c'est simplement que je comprends qu'il y ait un mouvement, etc., mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, dire que ce mouvement est en marche, entre guillemets, c'est admettre que, par exemple, l'élection de M. Tebboune est une avancée. Ah non. M. Tebboune, d'abord, n'a pas été élu. Il a été désigné. Vous demandez à n'importe quel Algérien, il vous dira Tebboune a été désigné. Oui, il a quand même eu des voix. Tebboune Djabou al-Askar, c'est clair. Tebboune a été ramené par les militaires. Le 12 décembre, nous pouvions avoir Mehoubi comme nous pouvions avoir Tebboune. D'après les indiscrétions, ça s'est joué à quelques minutes. Donc, nous ne reconnaissons pas cette élection en tant qu'Algériens. Et je vous le dis, bon, la confiscation de l'État ne date pas du Covid. Elle date des dernières années de la guerre d'indépendance. Donc, pour nous, cette confiscation n'est pas nouvelle. Et parier, parce que comme le fait le pouvoir, parier sur la répression pour arrêter un tel mouvement historique est dérisoire. C'est enfantin ce qu'ils sont en train de faire. Mohamed Bakir, moi je comprends très bien, écoutez-moi, Mohamed Bakir, je comprends très bien que vous vouliez nous donner la profondeur du mouvement, nous expliquer que c'est la révolution, comme en 1789, j'ai lu tout ça. Mais moi je voudrais vous interroger sur le processus lui-même. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de référendum constitutionnel confié à Ahmed Laraba pour préparer quelque chose qui serait de l'ordre d'une nouvelle constitution ? Est-ce que les forces populaires sont toutes d'accord pour éventuellement rejeter ce processus constitutionnel qui est en train d'être lancé ? Alors, l'idée d'assemblée constituante qui avait été lancée en 1926 à Bruxelles est aujourd'hui portée par l'écrasante majorité des Algériens. Elle n'a pas pu se réaliser en 1962. Aujourd'hui, les Algériens ne veulent rien d'autre que une véritable constituante. Et le projet de référendum constitutionnel n'est pas tenable. Ils ne pourront pas le tenir. J'en veux pour preuve qu'ils maintiennent une assemblée à bout de bras, une assemblée fantoche à bout de bras. Ils ne pourront pas tenir le référendum constitutionnel. Ils seront obligés de s'avouer vaincus et de passer par une assemblée croupion pour adopter leur constitution. Et cette constitution n'aura pas d'impact sur les Algériens. Dans ce mouvement que nous avons vécu, vous me parliez de rapport de force. Le rapport de force est qu'aujourd'hui, les Algériens sont des constitutionnalistes. Lorsque un mouvement de cette ampleur vous dit, nous, on ne veut de la Constitution que ces articles 7 et 8. Et les articles 7 et 8, c'est les articles qui instituent la souveraineté qui reconnaissent, parce que la souveraineté du peuple est un acte pré-constitutionnel ou supraconstitutionnel, donc qui reconnaît la souveraineté du peuple et qui institue les institutions. Quand le paysan, le jeune lycéen, la femme au foyer vous dit, nous, c'est l'article 7 et 8. Le débat constitutionnel a occupé l'ensemble des moments de mobilisation. Alors aujourd'hui, qu'ils essayent de passer par une pseudo-réforme, ils étaient partis sur une nouvelle constitution, ils reculent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir le référendum. Ils reculent pour que ça soit une révision. Donc, le rapport de force, il est là. Le rapport de force, il est là. Est-ce que vous savez que les Algériens sont confinés parce qu'ils ont choisi d'être confinés? Ils ne sont pas confinés parce que l'État a décrété ou a donné des aides ou je ne sais pas. Il y a une conscience nationale algérienne qui s'est éveillée et qui est porteuse de mutations majeures. C'est vrai qu'il y a, depuis le matin, donc je parle de cette filiation qui est une filiation algérienne, c'est vrai qu'il y a des leçons qui ont été tirées de ce qui s'est passé ailleurs, de ce qui s'est passé en Tunisie, de ce qui s'est passé en Égypte, de ce qui s'est passé au Maroc, dans le mouvement social du RIF, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous assistons à de nouvelles formes de révolution. Ce qui est en train de se passer en Algérie prolonge ce qui s'est passé en
en Syrie, il prolonge ce qui s'est passé en Tunisie. Il prolonge aussi c'est le mouvement des Gilets jaunes ici en France. Je comprends bien, mais si vous voulez, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, avec la répression telle qu'elle sévit, avec la manière dont elle s'est aggravée en profitant de la période Covid, on a une situation qui fait que la peur est susceptible de grandir éventuellement dans cette population abstraite dont vous louez le mouvement, et dont on ne voit pas très bien comment elle peut éventuellement se défendre autrement qu'en manifestant. Comme elle ne manifeste plus puisqu'il y a le Covid, ben, ça devient virtuel, et on se pose la question de savoir si, effectivement, vous nous parlez de quelque chose qui a véritablement une réalité matérielle, ou si vous nous parlez de grands espoirs qu'un certain nombre d'intellectuels et de militants ont, mais qui passent à côté de la réalité. Alors, la répression, je ne voudrais pas être mal compris, hein, mais je condamne la moindre atteinte aux libertés. La moindre atteinte aux libertés, je la condamne. La moindre restriction de liberté, je la condamne. Mais je vous dis une chose. La répression, c'est un élément de la révolution. Il n'est pas de pouvoir qui a été mis en cause et qui n'est pas réprimé. Et ils sont tous bêtes, les pouvoirs. Ils vont continuer à réprimer. Et la répression fait partie des carburants de la révolution. Donc, moi, j'en ai une approche, disons, sereine. En même temps, je participe aux mobilisations pour libérer les gens, mais je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de l'analyse de la situation. Mohamed Makir, vous êtes berbère, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une opposition entre, au fond, le monde berbère et, disons, le monde islamo-arabe. Et qu'en fait, on a chez les berbères et chez les kabyles algériens, en général, une volonté démocratique incontestable. Est-ce que cette opposition qui existe, et qui n'est pas seulement la création de l'Occident, comme les autorités algériennes veulent le faire croire, eh bien, à votre avis, elle continue à exister à l'intérieur de ce peuple qui veut plus de démocratie, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est de l'histoire et du rôle du fils et des islamistes qui ont joué un rôle très important quand même dans ces 10 années sombres de l'Algérie, avec cette domination et ces centaines de milliers de morts. Alors je voudrais que vous m'expliquiez si, par miracle, aujourd'hui, la population algérienne, avec ce passé, et ce passé récent, reste unie. Alors, vous me posez une série de questions il doit me rester 3-4 minutes et c'est vraiment un challenge que vous me lancez là. L'identité amazigh. Je pense que dans les manifestations, nous avons très très bien vu que les Algériens ont beaucoup réfléchi sur cette question et on a une approche beaucoup plus sereine. Aujourd'hui, y compris les arabophones algériens, ont de plus en plus tendance à assumer leur berbérité et c'est un débat qui, entre Algériens, a tendance à s'apaiser. Par contre, les appareils de la police politique alimentent ou tentent d'en faire des clivages et de les alimenter. Je pense qu'il n'y a pas, pour les Algériens, il n'y a plus lieu d'avoir peur ou d'avoir des appréhensions sur la question amazigh parce qu'ils ont compris ce qu'ils étaient. Et je pense que le prochain État adoptera une approche de l'identité qui sera beaucoup plus apaisée que tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. J'ai beaucoup d'espoir pour ça. Pour ce qui est des islamistes, d'abord, il faudra qu'on s'entende. Qu'est-ce que les islamistes ? Les islamistes, je ne veux pas appeler un conservateur, même si je ne sais pas quelle est sa doctrine, etc., dans sa vie personnelle. Pour moi, ce n'est pas un islamiste. Il peut être fondamentaliste comme il veut, il peut être bigot au plus haut point, ce n'est pas un islamiste. Un islamiste, c'est quelqu'un qui, dans le champ politique, se bat pour l'instauration de la théocratie et porte un projet théocratique. Et ça n'existe pas dans l'Algérie d'aujourd'hui. Nous n'avons pas entendu à un moment ou à un autre la revendication d'État islamique. L'État islamique a reçu, l'idée d'État islamique dans la confrontation des années 90 a reçu des coups et le caractère pacifique du mouvement actuel est une condamnation de ce qui s'est passé dans les années 90. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Égypte,
et donne des enseignements aux Algériens, et pas seulement aux Algériens, sur la question d'État islamique. Il y a une interrogation, j'ai une interrogation, c'est est-ce que nous sommes en train d'assister à la naissance de quelque chose qui serait un conservatisme, une forme de conservatisme politique dans cette sphère du sud de la Méditerranée. Je l'espère très sincèrement. En tous les cas, si l'idée d'État islamique refait surface et est portée par des franges, je pense que des franges qui seront éjectées. Et c'est ce qui s'est passé dans les petits épisodes où probablement la police politique a essayé de donner corps à ces plans. Les gens qui se sont réclamés du projet islamiste ont été sortis. Ils ont été sortis, y compris par des femmes. Et lesquelles femmes étaient applaudies par les manifestants. Merci Mohamed Bakir. Alors je rappelle que vous êtes journaliste algérien à Berbère TV et je vous remercie de votre contribution. Merci, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Où va l'Algérie, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Karima Diresh. Bonjour, vous êtes historienne franco-algérienne, directrice de recherche au CNRS. Vous avez animé la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « La bienvenue et l'adieu, migrants juifs et musulmans au Maghreb, 15e siècle ». Quand j'ai dit ce livre, je me trompe, puisqu'il y a trois volumes. Et puis ce livre qui s'appelle « Chrétiens de Kabylie » aux éditions Bouchen. Et face à vous, Amina Afaf Chayeb, qui est membre du mouvement citoyen et politique Iptikar, et au fond, qui anime une entreprise numérique et qui voit une partie de la révolution sur le niveau numérique. Alors, je voudrais vous demander à toutes les deux, mais d'abord à vous, Amina Afaf Chayeb, est-ce que vous avez l'impression que les femmes jouent un rôle exceptionnel pour l'Algérie dans ce mouvement qui s'est développé depuis maintenant presque 1 an et demi ? Dans ce mouvement et depuis toujours, il faut le rappeler. On n'a pas besoin d'importer nos références. Nous avons une histoire pleine de leaders, de guerrières, de femmes qui ont mené des révolutions et qui continuent à nous inspirer aujourd'hui. J'ai marché à Alger, à Borj Bouarerij, à Montréal, à Paris, et les femmes ont toujours été présentes en force. Et c'est une force politique et citoyenne en Algérie de tous les temps, et qu'on a souvent tenté de marginaliser avec un statut de sous-citoyenne ou citoyenne de seconde zone, mais qui sont toujours battues pour la reconnaissance pleine et entière de leurs droits, de leur liberté et cette égalité. Rappelons le combat des femmes contre le code de l'infamie, ce code de la famille qui leur enlève leurs droits. Et le Hirak, on a tous vu les images. Les femmes sont présentes en force et surtout de plusieurs générations. Oui, alors vous êtes une jeune femme justement et vous insistez sur les aspects numériques de la communication. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'occupe du numérique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui, dans ce mouvement, interviennent de façon numérique pour se mobiliser, s'organiser et contribuer à la transformation de la société ? Les femmes et les hommes également. Le numérique, c'est la réalité de notre temps, c'est la réalité du monde. Il faut savoir qu'en Algérie, on est 20 millions d'internautes, 20 millions de personnes qui ont accès à Internet, et 20 millions, 100% de ces 20 millions ont aussi des comptes de réseaux sociaux, sont présents sur Facebook. Les premiers appels à la marche sont faits à travers les réseaux sociaux. Les premiers itinéraires étaient convenus de manière collégiale sur les réseaux sociaux également, quand c'était pas encore ritualisé les itinéraires des marches. Il y a aussi l'usage on peut voir, il y a des plateformes sur lesquelles il y a des débats, il y a des votes. Il y a une plateforme en ligne qui consiste à débattre et écrire une nouvelle constitution algérienne
par les citoyens et pour les citoyens. Il y a pléthore d'initiatives de participation démocratique directe via le digital. Et c'est pour dire à quel point le Hirak ou le mouvement populaire s'est approprié cet espace là où il n'y avait pas d'espace physique, où la répression était très forte dans l'espace physique. Il a investi cet espace numérique et je pense que le système politique, le régime a bien compris qu'il était dépassé en termes d'intelligence et de modernité et de maîtrise de ses outils. Et il a mené la contre-révolution aussi sur Internet. Il y a ces mouches électroniques, ces faux comptes créés par l'État et sa police politique pour aller intimider, inonder les réseaux sociaux avec de la propagande et de la désinformation, harceler les militants et à rappeler aussi que il y a plusieurs militants et activistes et citoyens aussi qui sont arrêtés, emprisonnés pour des posts Facebook tout simplement. Karima Diresh, ça vient donc de loin, vous qui êtes historienne, ce mouvement, et aujourd'hui vous avez l'impression qu'il a pris une ampleur exceptionnelle, nouvelle, avec ces jeunes générations ici représentées par Amina Chayeb. Vous avez l'impression qu'il y a véritablement un saut qualitatif ? Oui, absolument. Un véritable saut qualitatif et qui ne fait que marquer cette espèce d'écart vertigineux entre les élites dirigeantes et cette mobilisation citoyenne d'une très grande maturité. À un moment donné, on a parlé, il me semblait en début d'émission, effectivement, de forme d'autisme politique. Oui, on a l'impression que le logiciel politique en Algérie s'est bloqué dans les années 70, voire dans les années 60, et qu'il était tout à fait normal, en fait, de continuer des pratiques de gouvernance, en fait, comme si on gouvernait un peuple d'analphabètes. Et on voit bien aujourd'hui que la façon dont on maîtrise particulièrement à la fois les moyens de communication, la diffusion de la communication et de l'information, renvoie effectivement à un peuple, en tout cas une société, non seulement qui est très jeune, mais aussi qui est parfaitement connectée, qui connaît parfaitement, qui a parfaitement la maîtrise de ces outils d'information. Mais en même temps, vous insistez dans vos travaux sur le fait que cette société, elle est quand même dominée par un parti unique qui est devenu hégémonique et qui, d'une certaine façon, continue à tenir les rênes de l'État, non ? Bon, je crois que c'est encore plus compliqué parce que c'est encore plus compliqué qu'un parti hégémonique. Vous savez, en Algérie, c'est ce qui permet en fait de pouvoir continuer à alimenter cette forme d'opacité qui dérange énormément. En fait, c'est une polycratie, hein, c'est-à-dire que vous avez une présidence de la République, vous avez un état-major militaire et vous avez une direction, un département de renseignement et de sécurité. Et ces trois institutions, en fait, se tiennent les unes avec les autres. Et il y a toujours effectivement un équilibre entre ces trois institutions de pouvoir, voire un jeu de tension extrêmement fort, qui fait qu'on ne sait jamais qui gouverne et comment. Donc, cette question, c'est pas comme la Tunisie d'à côté, quand Ben Ali est tombé, le dictateur est tombé et tout son système effectivement de prédation économique, c'est bien plus compliqué en Algérie, depuis l'indépendance. Mais alors justement, on a l'impression que d'une certaine façon, le rôle de l'armée, qu'on disait essentiel, est resté très important, notamment du vivant de Salah, mais qu'aujourd'hui, c'est encore important, mais ça s'est un petit peu déstructuré, défait. Non, est-ce que je me trompe ? J'en suis pas convaincue du tout. Ah bon. Je suis juste... Vous savez, quand... on dit la démission, enfin plutôt la destitution de Bouteflika, c'est l'état-major militaire qui a repris les choses en main et a institué justement une présidence intérimaire. Et la figure de Gaïd Salah, la figure du général, en fait, d'ailleurs de la caricature des généraux en Algérie, elle était omniprésente. C'est lui qui a mené en fait cette transition pour arriver justement aux élections présidentielles du 12 décembre. Le président, c'est sa créature. C'est une des rares fois, même une des très rares fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, où en fait l'armée était à nu
complètement dans un face-à-face direct, une confrontation directe avec donc la mobilisation citoyenne et ce qu'on appelle le peuple algérien. Et c'est une institution qui s'est mise à nu et qui est exposée. Parce que, alors là, au cas où certains Algériens auraient eu quelques doutes sur la question de la place de l'armée dans l'État algérien, ben, on a bien vu qu'en fait, c'est l'armée qui tirait les ficelles et menait les choses, et que c'est l'armée qui souhaitait absolument qu'il y ait, dans une forme d'obsession de l'égalisme constitutionnel, d'organiser les élections pour que, en fait, comme seule alternative en fait, de sortie de crise, clairement. Et vous avez l'impression que le nouveau Et là, président, c'est leur créature? Ben oui, en fait, en tout cas, avec les élections, je dirais l'obsession de l'organisation des élections, c'était une façon aussi pour l'armée de se mettre aussi, de réintégrer cette discrétion et cette invisibilité et d'opacité, en fait, qui est son identité première. Et bien entendu que les 5 candidats qui ont été présentés aux élections, ben, c'est des candidats tout à fait désignés, et que le président Tebboune actuellement, évidemment, a été à la dernière minute le chouchou et évidemment consacré président de la République. C'est ce que disent les Algériens, c'est le président le plus mal nommé, le plus mal élu. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez de ces Algériens qui ont été votés pour ce président ou pour d'autres candidats et qui ont refusé, au fond, de boycotter les élections, comme l'avait préconisé le mouvement? Ils représentent à peu près, disons, presque la moitié des Algériens. Alors j'aimerais qu'on ne les néglige pas et qu'on essaye de parler d'eux. Alors, je ne sais pas s'ils représentent près de la moitié des Algériens, parce que nous avons effectivement là aussi une réactivation des procédés classiques dans les élections. Je veux dire, on n'a aucune idée de qui a pu voter. Enfin, vous pensez qu'on a bourré les urnes? Qui n'ont quasiment pas voté, et là c'était plutôt clair. Karima Diresh, vous pensez qu'on a bourré les urnes? Ah oui, il y a eu des trucages, bien évidemment. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais il y a eu des Algériens, effectivement, qui sont allés voter. Moi, je pense que, au contraire, c'est une expression de la pluralité des opinions et des sensibilités politiques, là, en Algérie. Que le Hirak est mobilisé, ou cette mobilisation citoyenne qui nous a habitués à cette chorégraphie contestataire absolument extraordinaire, je veux dire, qui a émerveillé quand même pas mal qui a émerveillé à la fois les Algériens, mais aussi les observateurs étrangers, et mobilisé effectivement beaucoup de monde, des millions et des millions, mais on n'a pas idée. Vous savez, la question des chiffres en Algérie est toujours très très problématique. On a toujours du mal à quantifier. Alors soit on diabolise, soit on sous-évalue, mais en fait peu importe. Mais il est évident que dans le paysage politique algérien, on a eu effectivement une très forte sympathie pour ce mouvement, comme il y a eu une forte antipathie, et c'est sans doute ceux qui sont allés voter. Et ceux qui sont allés voter aussi, c'est peut-être pas forcément par antipathie, c'est aussi le fait que la contestation citoyenne qui a duré 1 an a aussi été une source d'angoisse et d'incertitude. Et ils se sont dit que finalement, puisque l'armée a pris les choses en main et que l'armée est une institution politique extrêmement importante et qui a bénéficié pendant très très longtemps aussi de représentations qui étaient plutôt positives, c'est-à-dire c'est la garante des institutions de l'État, c'est la garante des frontières, c'est la garante de la sécurité nationale des Algériens. Finalement, voter quand l'armée, quand un chef d'état-major demande à ce qu'on aille voter, eh bien pourquoi pas? Parce que c'est quand même aussi Gaïd Salah, en plus, je veux dire, bon, évidemment, ça ne relève que de mes propres, de ma propre analyse, et j'en porte la responsabilité. Qu'il soit la caricature des généraux algériens est une chose, mais c'est aussi une figure tutélaire, en fait, une espèce de figure patriarcale qui rassure, qui console. Et d'ailleurs, ces communiqués sont tout à fait représentatifs de cette figure patriarcale. Et quand il est mort et que le convoi funéraire était accompagné par des Algériens en pleurs, moi, je suis assez convaincue de la sincérité de ces gens qui ont pleuré, bien évidemment, oui, qui ont considéré que c'était une perte pour l'Algérie, bien sûr. Mohamed Bakir, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, c'était juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit, que les gens qui ont voté représenteraient la moitié Près de la du moitié, corps oui. électoral. Oui, non, non, ça c'est dans les chiffres officiels. Si vous voulez reprendre les chiffres officiels du pouvoir algérien, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est les chiffres officiels du pouvoir algérien. Nous avons vu partout, moi, Amina, nous pouvons témoigner de ce qui s'est passé dans les consulats ici. Nous avons compté le nombre de votants sur les doigts de nos mains. On était bien plus nombreux à nous manifester à l'extérieur des consulats sur les jours du déroulement du scrutin que les gens qui ont été votés. Et pourtant, les chiffres donnent à peu près 10% de participation ici, alors qu'on ne dépasse pas le 1%. Vous avez parlé de la Kabylie, vous avez parlé de la Kabylie plusieurs fois. À Tizi Ouzou, il y a 7 votants dans la wilaya de Tizi Ouzou, sur un corps électoral de 800 000 personnes. Maintenant, c'est vrai que le boycott a été très durement réprimé. Dans tout l'ouest algérien, ça a été une répression très dure. Et pour ne pas tarder, je vous dirais que le boycott, ça n'a pas été un phénomène kabyle ou un phénomène urbain, ça a été un phénomène qui a touché toute l'Algérie et le nombre de votants ne dépasse pas les 5%. Amina Afaf Chayeb, vous faites la même remarque et en ce qui concerne les jeunes autour de vous, vous avez l'impression que le boycott a été largement majoritaire ? Vous savez, les jeunes, ça fait longtemps que nous avons déserté les urnes. De nombreuses personnes autour de moi investies dans le Hirak n'ont jamais voté de leur vie. C'est tout à fait évident que c'est une mascarade. Aller faire ce petit rituel, mettre un papier dans une urne, alors qu'on n'a aucun des fondamentaux démocratiques, aucun moyen d'être représenté. Et il y a ce gouffre entre le sommet de cet État, de ce système politique qui ne nous représente pas, et nous, quand on est matraqué dans les rues, quand on est gazé, quand on s'exprime, et ensuite on nous tend la carotte et le bâton pour aller participer à légitimer ou donner une façade de légitimité à des... D'ailleurs, tous les candidats étaient issus du système. Y compris le président actuel, qui est un habitué des arcanes du pouvoir. Donc, il ne représente pas, il y a un slogan qui me vient à l'esprit, qui est revenu très très souvent, nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. Alors donc, dans ces cas-là, il y a quand même quelque chose qui tient le gouvernement, c'est, je dirais, l'économie. Le fait que, bien sûr, nous avons d'anciens militaires, c'est pour ça que je parlais d'armées divisées tout à l'heure, d'anciens militaires qui sont devenus des hommes d'affaires et qui jouent un rôle très important dans l'économie algérienne, qui perçoivent une partie de la rente pétrolière et qui, en conséquence, jouent un rôle économique considérable. Est-ce que vous avez l'impression que ce sur quoi ils s'appuient sur le plan économique n'explique pas le fait que ce qui va quand même triompher, c'est cet État qui a encore beaucoup de pouvoir avec cette armée et avec l'économie? La question économique, elle est au centre, en fait, des revendications des Algériens. C'est la question, et elle tourne autour de 2 éléments, qui est la lutte contre la corruption et la question d'une économie productive. Le modèle algérien, le modèle économique algérien est un modèle catastrophique dans la mesure où il dépend à 95% des hydrocarbures et où la question effectivement de l'ouverture d'autres secteurs d'économie et de la redistribution, elle est extrêmement problématique. Alors que l'armée, que certains généraux monopolise des secteurs d'activité extrêmement importants, oui, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, en fait. Les mandats de Bouteflika ont apporté énormément de complexification, en fait, à la question de la prédation économique. C'est évident que tout converge sur la prédation économique, mais en plus de l'armée, on a aussi toute une génération, effectivement, d'hommes, de chefs d'entreprise, d'acteurs
économique privé, mais de secteurs extrêmement informels, qui fait que la question économique, elle est totalement oblitérée, effectivement, par les instances dirigeantes. Et là, ça, c'est ce qui était très intéressant dans les contestations, c'est que au-delà du 5e mandat, bon, voilà, Bouteflika est parti, destitué. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est encore vivant ou mort. En fait, de toute façon, on voit bien que la réappropriation de questions fondamentales à un état de droit, cette réappropriation est extrêmement présente autour de l'économie, autour de la justice transitionnelle, autour de la mémoire politique des violences. Enfin, on les voit bien. Ça, c'est la question de l'injustice et de l'arrogance d'État. Oui, mais vous voyez, la question que je me pose, c'est est-ce que tout cet appareil, la justice, l'armée, l'économie avec la corruption, et il faudrait revenir sur la corruption, et avec son rôle, n'est pas susceptible de constituer une infrastructure extrêmement difficile à soulever. La question que je me pose, par exemple, tout à l'heure, en écoutant Amina Affaf Chayeb, je me demandais si, au fond, elle ne vit pas dans un monde totalement différent du monde de cette infrastructure. En conséquence, elle dit, bon voilà, ça compte pas, on va pas voter, etc. Mais c'est un peu comme si on avait deux mondes parallèles. Mais ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est quand même ceux qui ont l'économie et qui tiennent le manche. Alors parlons de cette économie rentière et non productive. Ça a été dit, 60% de l'économie, c'est de l'informel. L'État n'a aucune mainmise dessus, aucun contrôle, que ce soit réglementaire ni fiscal. Parlons de cette rente. L'État est le premier employeur en Algérie. C'est pour vous dire que nous avons une industrie à l'agonie, nous avons le secteur des services qui est sous-exploité. On essaye de nous faire des effets d'annonce avec des projets dont on ne voit jamais ni l'argent ni l'avancement. Et quand ils sont arrêtés, comme des projets sociaux type logements sociaux ADL on vient nous annoncer qu'ils vont être suspendus, on nous fait aucun audit, aucun compte n'est rendu, aucune transparence. On a très bien compris, au contraire, on a très bien compris comment fonctionne. C'est quoi le logiciel de ce système ? Évidemment que l'économie, elle est le bras armé de ce régime illégitime. Évidemment que quand l'argent a coulé à flot, c'est là où on a pu instaurer le clientélisme de manière très, très profonde. Et c'est cette clientèle à laquelle on fait appel pour aller voter, pour aller réprimer. Et il y a cette classe qui est des bureaucrates employés par l'État, qui sont les clients de l'État. Évidemment qu'il faut... Ça, c'est les conséquences de ce modèle économique. Mais une chose est certaine, c'est que le logiciel s'appelle rente, corruption, redistribution. Aujourd'hui, ce système n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale. Il n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale parce qu'effectivement, on est dans une crise économique mondiale, on est dans une crise aussi sociale, il est aussi embourbé dans une crise politique où la défiance et l'intelligence n'est pas de son côté, elle est de celui des citoyens. Et je pense on est très conscient de cette crise multidimensionnelle. Au contraire, l'accent a souvent été mis, quand on parle du Hirak, sur le côté défiance, sur le côté on est en train d'être contre quelque chose. Mais on ne met pas l'accent sur toute la construction, le fait qu'on est en train de remettre pour une fois à l'ordre du jour, on parle d'avenir. Vous savez, il y a que 17% des femmes qui sont dans l'économie formelle qui travaillent, alors qu'elles constituent plus de 65% des diplômés. Tous ces gens qui font des études et qui se retrouvent dans une économie complètement rentière, qui importe tout, ne produit rien, et ils n'ont pas leur place dans la société. C'est très compliqué, effectivement, de ramener le changement de l'intérieur quand il y a toutes ces forces qui pèsent. Mais vous savez, c'est nous qui faisons le travail de construction. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle du changement et du changement structurel. Et je pense qu'il peut y avoir de transition économique que s'il y a une transition politique, parce que c'est une question de volonté politique de changer ce modèle économique et ce logiciel-là. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du Covid, ou quand on sera débarrassé, disons, de la peur qu'il inspire, premièrement, les manifestations reprendront, et deuxièmement, que ces manifestations prendront pour objectif de prendre le pouvoir d'État. Et est-ce que vous pensez que le pouvoir d'État est susceptible d'être pris
par ces gens qui, autour de vous, disent que tout ça ne tient pas, tout ce système ne tient pas? Bah, écoutez, en fait, pendant le Covid, puisqu'on parlait du numérique, le Hirak s'est pas arrêté. Il ne pouvait pas s'exprimer de la manière dont il s'est exprimé pendant plus d'un an, sous forme de manifestations et de marches dans la rue, mais il a continué. Allez sur n'importe quel espace numérique, il y a des campagnes. On a organisé, il y a quelques jours, on a co-organisé avec d'autres structures un concert numérique virtuel pour soutenir les détenus d'opinion. On a aussi mis toute notre intelligence pour jouer ce rôle de solidarité, pour distribuer des masques, là où il y avait des pénuries, là où il y avait la défaillance de l'État. Donc non, le Hirak, il ne s'est pas arrêté. Il a pris ses responsabilités, il a fait une trêve sanitaire parce que nous avons conscience de l'enjeu qu'est le Covid-19. Nous nous sommes mis aussi au service de la prévention, de l'aide, de la solidarité. Et quand ce sera fini, malgré la répression, nous ne sommes pas dupes que le système essaye de verrouiller le champ pour qu'on ne puisse pas revenir sur le terrain. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes là et on ne nous fera pas taire. On ne nous fera pas taire, comme quand on ne marche pas, on ne se tait pas. Et il y a aussi des projets très, très concrets qui font qu'on essaye d'avoir un pacte de transition, une coalition. On n'est pas dupe aussi que la société civile… Coalition de qui avec qui? Entre des personnalités, des citoyens qui sont impliqués dans le Hirak, des organisations structurées de la société civile, mais aussi des partis de l'opposition, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certes, malgré la difficulté sur le terrain, malgré toutes les tentatives de récupération, d'atomiser l'opposition, celle-ci existe et elle a toujours existé. Et aujourd'hui, on a compris que le système a essayé de nous dominer en nous séparant. Depuis les années 90, c'est le lien social qui a séparé et qui nous a isolés. Et le Hirak, son plus gros acquis, cette communion des énergies, c'est ce débat démocratique qui s'est créé déjà entre nous. Et on a compris qu'il faudra qu'on soit fort, on crée un front le plus fort possible pour pouvoir peser sur la balance contre le statu quo. Et il faudra avoir une proposition, une alternative politique parce que c'est de la citoyenneté qu'on va vers la politique. Karima Diresh, je voudrais avoir votre opinion parce que ça, c'est le dynamisme de la jeunesse, j'ai envie de dire. Quand on écoute Amina Afaf Chayeb, on se dit, ben voilà, formidable, on a tout un peuple qui est effectivement en train de bouger. Vous êtes d'accord? Je ne pense pas que ce soit simplement le dynamisme de la jeunesse. Je pense que c'est une représentation extrêmement lucide. Parce que je pense qu'à force de polariser sur l'absence de leadership du Hirak, on oblitère complètement en fait la diversité des forces motrices en fait qui sous-tendent justement cette mobilisation citoyenne, qui je rappelle que quand même dont la constance et le mode et le répertoire d'action sont quand même assez extraordinaires. Parce que pouvoir sortir tous les vendredis et tous les mardis pendant plus d'un an dans cette espèce de manifestation non simplement orchestrée, non simplement joyeuse, mais qui devient de plus en plus mature dans le type de revendication politique, à mon avis, c'est un cas d'école. Moi, j'en connais pas dans l'histoire des mobilisations collectives, clairement. Peut-être effectivement qu'il n'y a pas de leadership, et encore s'il n'y a pas de leadership, c'est parce qu'il y a des raisons extrêmement objectives à ces questions-là sur lesquelles on pourrait revenir. Mais ce qui est très intéressant dans le Hirak, c'est ce qu'il révèle, pardonnez-moi, de l'organisation de la société civile qui jusqu'à présent a été totalement inaudible pour toutes les raisons effectivement de contraintes et de pesanteur qui pesaient sur elle. Si la question économique, elle est aussi centrale, par exemple, dans la manifestation, dans la mobilisation collective, c'est parce que ces organisations de la société civile, notamment, qui sont aussi des lanceurs d'alerte, par ailleurs, écologiques, environnementaux, en fait, voilà, qui font un travail sur le terrain absolument extraordinaire. Ça fait très longtemps qu'ils sont en train d'envoyer les signaux d'alerte sur la fragilité du modèle économique, justement, et sur la catastrophe aussi de ce modèle économique, sur la question environnementale. D'ailleurs, la discussion et la réflexion,
elle est extrêmement mature, elle est poussée depuis très très longtemps là-dessus. Sur la question effectivement de toute cette société civile structurée autour de collectifs, d'associations, d'avocats, de médecins, de magistrats, en fait, de chefs d'entreprise, c'est le Hirak qui l'a révélé, qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on était omnubilé justement par la question de la représentation politique, des élites dirigeantes au pouvoir, en fait, qui ne représentent qu'elles-mêmes. Et là aussi, je reviens sur cette question d'écart gigantesque et vertigineux entre ces élites politiques qui ne représentent qu'elles-mêmes et la société, la façon dont la société a évolué ces 30 dernières années, qui là aussi donne les vertiges. Je veux dire, Alors Amina Afaf Chayeb, vous insistez beaucoup, vous, sur la rencontre générationnelle. Je voudrais terminer par ça, parce que la discussion entre vous deux, parce que j'ai l'impression que vous y êtes sensible. Et vous dites, nous arrivons à entraîner aussi les anciennes générations. Ou peut-être c'est elle qui nous entraîne. Je pense qu'il n'y a pas... N'exagérons pas. Non, en fait, il y a une complémentarité. En fait, le prisme générationnel, il est mis en avant, c'est parce que 70% des Algériens ont moins de 35 ans. Donc, de facto, c'est un pays jeune. Et quand vous allez dans la rue, vous allez voir plus de jeunes que de personnes âgées. Mais quand je dis intergénérationnel, c'est vraiment, il y a une transmission de la culture politique. Franchement, je suis engagée dans un mouvement politique et citoyen depuis plusieurs années, bien avant le Hirak, mais le Hirak a été une telle école politique, une telle école de transmission de mémoire, une telle école aussi de consolidation de toutes ces énergies démocratiques. Il y a aussi tellement de personnes qui se sont initiées au militantisme, qui ont gagné une telle maturité grâce au fait de toutes ces discussions, de ces débats avec tous les bords. Idéologique aussi, et ça permet à la fois de se nourrir mais aussi de s'assumer, parce qu'on n'est pas obligé de forcément être dans la continuité, on est là en train de réinventer quelque chose ensemble, et je pense que il faut pas moi je vois pas de rupture générationnelle, moi je vois un dialogue générationnel. Tellement de personnes se sont qui sont plus âgées peut-être se sont mis sur les réseaux sociaux juste pour ne pas rater ce qui se passe. Je vous dis, même ma grand-mère me demande de lui montrer sur mon smartphone telle ou telle marche dans telle ou telle ville. C'est pour vous dire que c'est vraiment ce côté transgénérationnel, c'est la communion de tous les Algériens. Et c'est comme un moment constituant. Et je ne vois pas de rupture ni une génération qui entraîne une autre. D'ailleurs, il y a eu un alignement des planètes assez curieux où toutes les commémorations nationales, les grands jours de commémoration nationale sont par hasard tombés le vendredi. Et on a vu jeunes et grands brandisser les mêmes slogans qu'on réinventait de par le passé. On s'est réapproprié les symboles qui souvent ont été accaparés par le système, qui se donnait une légitimité historique, une légitimité révolutionnaire. Bon, même celle-là, on lui a pris, on est à l'aise avec notre histoire et on sait voilà, aller vers l'avenir, à l'aise avec notre identité, notre histoire et le fait qu'on soit différent, mais on a un cap et un destin commun. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle que Karima Diresh est l'auteur de ces livres consacrés à la bienvenue et l'adieu, et justement à cette pluralité de la société algérienne, migrants juifs et musulmans au Maghreb du 15e au 20e siècle, et puis Chrétiens de Kabylie, qui était publié aux éditions Bouchen. Et vous, on peut vous retrouver, j'imagine, facilement sur les réseaux sociaux, Amina Afaf Chayeb, et cette animation que vous avez avec ce mouvement citoyen, politique, Ibtikar. Merci à vous. Où va l'Algérie, troisième partie. Notre grand témoin est donc Benjamin Stora. Benjamin Stora, bonjour. Vous êtes historien du XXe siècle, je dirais, auteur de très nombreux ouvrages sur l'Algérie, sur l'histoire du Maghreb, dont La gangrène et l'oubli, aux éditions de la Découverte. Et le livre qu'on vient de republier chez Lafon porte au fond la possibilité d'avoir 6 livres de vous qui sont rassemblés dans la collection bouquins. Et c'est important parce que ça nous permet à la fois, sous le titre Une mémoire algérienne, d'avoir votre mémoire personnelle et d'avoir la manière dont vous avez écrit l'histoire de l'Algérie. Et puis, il y a ce livre récemment paru qui concerne Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika, que vous avez publié chez Fayard.
Alors, je voudrais commencer avec vous sur justement cette réalité du mouvement. Parce que j'ai eu l'impression tout au cours de l'émission qu'il est difficile à cerner et que, disons, l'éloge qu'en font évidemment nos invités, disons, a pour conséquence qu'on ne voit plus très bien quelles en sont les données politiques et on fait comme si il n'y avait pas dans ce mouvement une diversité. Et pour vous, la question de la diversité de l'Algérie, elle est centrale. Et dans le livre que vous venez de publier, on voit très bien que vous nous dites qu'il y a une possibilité pour l'Algérie de revenir, au fond, à la prise en compte de cette diversité. Encore faut-il qu'elle s'exprime. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour à Karima aussi, qui doit nous écouter en ce moment, avec qui je travaille pour faire notamment une exposition qui doit avoir lieu au Musée national de l'histoire de l'immigration. J'en profite pour en parler ici. Alors évidemment, votre interlocuteur que je viens d'entendre avec une très grande attention, Mohamed Bakir, qui dit une chose très vraie, c'est que l'Algérie a récupéré sa souveraineté nationale d'abord par la construction d'un État. Mais le grand problème d'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans ce livre, c'est de faire nation, c'est-à-dire de construire une nation. C'est-à-dire le fait de récupérer la souveraineté nationale par la construction d'un État, quelle que soit sa forme d'ailleurs, n'implique pas automatiquement la disparition des grandes questions qui tournent autour de la fabrication de la nation, des frontières de cette nation, des frontières idéologiques de cette nation, c'est-à-dire le rapport aux minorités, le rapport à la langue, le rapport à la présence des femmes, la question du religieux et du politique. Enfin, ce sont des questions très importantes qui n'ont pas été véritablement pris à bras-le-corps au lendemain, disons, de l'indépendance politique, parce que ce qui comptait avant tout, c'était l'affirmation de l'État. Et cet État, c'était un État centralisé, unitaire, homogène, pour faire en sorte de récupérer, disons, cette souveraineté, de s'y retrouver, quitte à différer plus tard, comme on dit, toutes ces graves questions. Eh bien, ce sont toutes ces questions, précisément, 60 ans après, qui n'ont pas été effacées et qui ressurgissent. Questions d'ailleurs qui avait été portée par le nationalisme algérien et qui avait aussi été différée par la guerre d'indépendance des années 55-62, c'était les questions autour, par exemple, de la question démocratique, sur la place du mouvement berbère dans la question nationale. C'était ce qu'on appelait la crise de 1949 à l'intérieur du mouvement nationaliste algérien, qui a été différé. Ce débat n'a pas eu lieu. C'était une discussion extrêmement importante. Le problème de la citoyenneté, le problème de la constituante, qui a été naturellement le mot d'ordre, non pas en 26, enfin en 26 de l'étoile nord-africaine, qui était un vieux mouvement politique, c'est-à-dire la question du pluralisme politique. Bref, vous voyez, toutes ces questions extrêmement importantes qui, disons, n'ont pas été traitées parce qu'il fallait quelque part soulever l'hypothèque coloniale. Une fois soulevée la question de l'hypothèque coloniale, eh bien, toutes les autres questions devaient arriver. Elles sont arrivées dans des mouvements de résistance, d'opposition, des mouvements qu'on a vus par exemple avec le soulèvement du FFS en 1963, le mouvement culturel berbère, son soulèvement de 1980, bien sûr, la réforme du Code de la famille en 1983, la bataille des femmes contre ce Code de la famille, la bataille pour la création des ligues algériennes des droits de l'homme. Enfin, je pourrais comme ça continuer, toutes ces séries de batailles. En 2001 aussi, il y a eu des batailles. Il y a eu toute une série comme ça de résistance, y compris sociale, puisqu'à la veille de ce qui s'est passé disons, en 2019, il y a eu un grand mouvement en Algérie qui est passé inaperçu ici en France, qui était un mouvement hospitalier. C'est-à-dire que les médecins, les infirmières, etc., avaient manifesté en Algérie précisément pour faire en sorte que cet hôpital puisse fonctionner correctement. Je précise parce que cette question des hôpitaux ne touchait pas seulement la France, mais touchait aussi à cette même époque l'Algérie avec des grandes manifestations, de très grandes manifestations. Bref, on a une situation où toutes ces questions qui sans cesse étaient différées, en disant il faut d'abord construire l'État, il faut d'abord affirmer sa souveraineté, affirmer la place, le poids, le rôle de l'Algérie dans le monde, eh bien toutes ces questions démocratiques, l'Algérie est en train de les affronter. Alors elle les affronte dans un processus qui est long, qui est compliqué, qui est difficile, comme ça a été dit avant moi, bien sûr, parce que c'est un processus où on ne pourra pas régler toutes ces questions par un coup de baguette magique, évidemment.
il Vous dites faudra dans votre prendre ces livre, questions les unes Benjamin après Stora, les vous autres. dites dans votre livre que le Irak a deux personnalités qui sont mises en avant, et vous citez Larbi Ben Midi. Je rappelle qu'il a Mais été je n'emploie tué. pas le mot Irak dans mon livre. Je ne sais pas si Pardon? vous avez remarqué. Je n'emploie pas ce mot dans mon livre, qui est sorti il y a 6 mois. Le mot Irak, je ne l'emploie pas. Oui, mais enfin, Parce que disons, c'est pas grave. le mouvement populaire. Mais c'est pas grave. C'est pas Le grave. mouvement populaire, il a Larbi Ouais. Ben Midi, dites-vous, Ouais. tué en 57 par la France, et puis Aban Ramdan, tué par ses rivaux du FLN en 57, aussi en 57. Et en fait, c'est comme si je vous ai bien lu, c'est comme si, au fond, des affaires comme celle-là, qui ont plus Ouais, de 50 politique. ans d'âge, remontaient Oui. à la surface et, au Oui. fond, posaient le problème de Absolument. division qui avait été, au fond, négligé, sous-estimé par l'Algérie depuis 70 ans. Oui, alors on peut à la fois comprendre, disons, le fait d'avoir, entre guillemets, négligé ces questions, parce qu'il y avait la nécessité de faire corps, de faire nation, sur la question coloniale. Bon. Et cette question très importante, avait été effectivement reléguée. Elles n'avaient pas été traitées. Mais dans le mouvement actuel, vous avez raison de soulever le fait qu'il y a toute une série de figures historiques qui ont refait surface. Bien sûr, Larbi Ben Midi, dont le portrait a été brandi par les manifestants à Alger et qui avait été assassiné par la France en 1957 pendant la bataille d'Alger. Celui d'Aban Ramdan, parce qu'il s'agit du congrès du FLN de 56 et le congrès de la Soumab, où il y avait la primauté du politique sur le militaire. Or, à quoi on assiste aujourd'hui en Algérie? C'est la volonté de séparer effectivement le militaire du politique. Ce n'est pas forcément un mouvement contre le militaire, d'ailleurs, par parenthèse, mais c'est un mouvement qui vise à dire il faut que ce soit le politique qui dirige, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est-à-dire la question de l'état de droit civil. Ce sont des questions très importantes. Mais allons plus loin encore. D'autres figures ont émergé. Par exemple, Ferhat Abbas, le vieux leader, disons Ferhat Abbas, dont on connaît l'histoire, qui n'a pas été un partisan de la première heure du nationalisme, mais qui lui aussi s'était dressé après 1962, lorsqu'il a été président du GPRA, et qui voulait effectivement une constituante, qui voulait effectivement plus de liberté, de pluralisme politique. Et puis encore plus loin, il y a d'autres personnages, d'autres portraits. Alors Messali, par exemple, Messali. Oui, Messali, pourquoi? Parce que Messali, il a été le fondateur, quelque part, un des pionniers du nationalisme algérien, parmi d'autres. Il y a eu, bien sûr, Imach Ammar, mais systématiquement effacé par le FLN. Il a été effacé au lendemain des indépendances. Il est revenu aussi. Il est revenu, le personnage de Messali, comme le personnage de Ferhat Abbas, parce que là aussi, il ne faut pas avoir une vision de l'Algérie où rien ne se passe jamais, où il ne se passe rien, tout est uniforme et homogène, etc. Non, ce n'est pas si simple, parce que ces personnages, dans les années 90, au moment où il y a eu cette fameuse affrontement avec les islamistes, eh bien, il y a eu quand même le retour de personnages dans la scène publique algérienne. En plein dans la violence, en plein dans la guerre civile. À quoi on a assisté? Au retour des personnages comme Boudiaf, des personnages comme Hosseini Ahmed, des personnages comme Messali, des personnages comme Ferhat Abbas, l'université de Sétif, qui porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas une société où il ne se passe rien, où tout est entre les mains, disons, d'une sorte d'oligarchie qui décide de tout, et une société totalement passive. Ça, c'est une vision, disons, qu'on a de l'Algérie, malheureusement, qui ne correspond pas à la réalité, parce que sans arrêt, il y a eu ces mouvements d'opposition. Sans arrêt, il y a eu ces mouvements de refus, de dissidence, de résistance, parce que n'oublions pas que l'Algérie, c'est un pays qui s'inscrit dans une tradition politique, dont elle a du mal à se défaire aussi, paradoxalement. C'est la tradition révolutionnaire, la tradition du populisme révolutionnaire. Vous dites dans votre livre, Benjamin Stora, que le clan du FLN a racorni ses inspirations diverses, pluralistes, et qu'en fait, le retour en grâce de Messali, de Ferhat Abbas et d'un certain nombre de vedettes comme Larbi Ben Midi ou Ramdan, au fond, c'est le signe qu'on a aussi le retour de l'héritage berbériste de Kabylie. On a le retour évidemment aussi des victimes éventuellement de l'islamisme, même si on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même 200 000 morts. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut un jour, ce retour, conduire à des forces politiques différentes, différenciées, qui pourraient éventuellement s'unir, mais qui pourraient composer une nation susceptible d'apparaître dans sa diversité? Vous savez, le grand mot d'ordre de faire nation, ça veut dire se réapproprier la multiplicité de tous les héritages. Ce que disait Kateb Yassine. Il y a des interviews comme ça de Kateb Yassine en 71, etc., jusqu'à sa mort, où il disait le grand problème, disons, de l'Algérie, c'est de récupérer tous ses enfants.
dans son histoire, dans une histoire très longue. Bien sûr, l'histoire berbère, qui est très très longue, très ancienne, l'histoire des minorités, la place des Juifs dans l'histoire de la société algérienne, bien sûr. Il y a eu l'histoire des Ottomans, l'histoire des Turcs. Enfin, je ne vais pas faire ici toute l'histoire de l'Algérie. Il y a une réappropriation d'une multiplicité, d'une pluralité d'histoires pour faire nation, pour continuer à faire nation, et qui fait la richesse, quelque part, de cette nation. Bien sûr, des Touaregs jusqu'aux Chaouis, des Chaouis jusqu'à ceux qui habitent du côté de l'Oranie, de la Kabylie au Constantinois. Ce à quoi on a assisté dans ce mouvement actuel, c'est la volonté de marcher ensemble pour construire cette nation. C'est ça le grand. Alors c'est très difficile. Je dis, ça ne peut pas se régler d'un coup comme ça. Vous savez, dans la Révolution française, on a fait allusion tout à l'heure à 89, dans la Révolution française, le grand mot d'ordre, c'était faire nation. C'était, vous savez, Valmy, le drapeau tricolore, etc. C'est ça, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire dépasser le cadre de la province, tout en les respectant, hein, mais en même temps construire un État-nation qui puisse avoir ses frontières politiques, idéologiques, juridiques, etc. Dans le fond, cette grande question historique, qui est une vieille question historique concernant l'Algérie, elle est là sous nos yeux. Elle se produit en ce moment sous nos yeux. C'est ça qui est très difficile à analyser, à comprendre. Et dans la question que vous soulevez, c'est comment des forces politiques peuvent traduire ce mouvement du faire-nation. C'est ça la grande difficulté. Comment à la fois admettre la nécessité de l'État, des frontières, de l'armée. Oui, il faut aller très loin parce que l'Algérie, c'est un grand pays qui a des grandes frontières, hein, avec le Mali, la Tunisie, le Maroc. Enfin, je ne vais pas faire la liste, elle est très longue. Donc, ça veut dire que le problème de la frontière saharienne, qui est absolument extraordinaire pour l'Algérie, qui n'est pas simple à régler. C'est une vraie question, parce qu'on parle toujours de l'Algérie du Nord, mais il y a toute cette Algérie qui existe, saharienne, hein, qui est très importante du point de vue de la préservation d'une unité nationale, et en même temps accepter le pluralisme, en même temps accepter la parole de l'autre, en même temps accepter l'existence d'histoires différentes, en même temps se sentir suffisamment fort comme nation pour faire en sorte qu'on construise l'État et qu'on accepte la multiplicité des points de vue. C'est la démocratie politique, c'est la question de la constituante. Eh bien, il faut des forces politiques pour ça. Benjamin Stora, ça c'est votre désir en tant qu'intellectuel, en tant qu'Algérien, d'origine algérienne. Mais je pose la question de savoir si, est-ce que c'est une réalité, par exemple? Est-ce que les minorités ont la possibilité de s'exprimer dans le mouvement, que vous ne baptisez pas Irak, mais le mouvement qui se développe en Algérie? Est-ce que ces minorités ont la possibilité de s'exprimer? Est-ce que c'est un vœu pieux ou une réalité? Mais c'est une réalité, elles le font déjà. Vous savez, lorsqu'il y a les gens brandis le drapeau Amazigh que le pouvoir a essayé d'interdire, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ils ont essayé de l'interdire, ils l'ont fait. Et puis ça continue comme ça, et puis ça est rentré dans le paysage politique et culturel algérien. Lorsque vous avez des chercheurs dans les universités algériennes qui travaillent sur la place, bien sûr, des Berbères, du point de vue de l'histoire, ou même moi j'en connais, puisque vous le savez, ça fait longtemps que je travaille sur cette histoire. Vous avez des gens qui préparent des thèses, qui font des séminaires sur la place de l'histoire des Juifs d'Algérie dans l'histoire algérienne. Lorsque vous avez des gens qui travaillent sur le rapport à Saint-Augustin, au christianisme, le rapport à l'Occident, le rapport à la France. Vous avez toute une volonté d'ouverture au monde qui existe, notamment dans la jeunesse algérienne, qui est très très forte. Il y a une part, disons, dans la jeunesse algérienne, notamment par les réseaux sociaux, etc., enfin tout ça a été dit 1000 fois, de s'ouvrir au monde, de ne pas rester enfermé dans une seule histoire. Donc très bon résultat du pouvoir autoritaire algérien qui a formé les jeunes pour pouvoir éventuellement se poser ces questions. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, sans en avoir l'air. Non, tout ça s'est fait dans des conditions très difficiles. Tout ça s'est fait dans des conditions de clandestinité, de dissidence, de résistance, d'immigration, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels algériens, malheureusement, qui sont en exil, qui ont beaucoup produit. Je ne vais pas ici tous les citer. Tout à l'heure, j'ai parlé de Kateb Yassine, mais on pourrait citer des historiens algériens comme Mohamed Arbi, bien sûr, ou d'autres, qui ont écrit à partir d'ici, à partir de la France, bien entendu. Mais leurs écrits ont traversé la Méditerranée. Et ils irriguent le paysage culturel, le paysage politique algérien. Donc, il y a eu sans arrêt, disons, ce va-et-vient entre cette pulsion autoritaire de vouloir tout régenter, de vouloir tout contrôler à travers l'économie, le monopole du commerce extérieur, la rente pétrolière. Tout ça, c'est une façon de concentrer, disons, les pouvoirs, de ne pas laisser la place, disons, à l'expression d'une multiplicité. Et en même temps, pour
paraphraser, vous avez une situation où vous avez une société. J'ai parlé tout à l'heure de la tradition révolutionnaire dans la société algérienne. C'est une réalité. La tradition, disons, de la dissidence, du refus quelque part du compromis, c'est à la fois, pour moi, quelque chose de très positif, mais aussi qui est négatif et pèse. Mais oui, voilà, oui. si vous voulez, mais vous dites en même temps dans votre livre... Parce que ça pèse dans le refus du compromis. Mais dans votre livre, vous dites en même temps qu'il est souhaitable, justement, de réinstaller une histoire du compromis, de réinstaller le compromis. Alors, c'est ma position, oui. Mais ça ne doit pas être facile, puisque vous-même, vous dites que la tradition révolutionnaire empêche de réinstaller le compromis. Parce que la tradition révolutionnaire, elle bouscule l'ordre des choses, elle est nécessaire, c'est un processus qui permet de ne pas accepter, disons, à la fois l'autoritarisme, l'arbitraire, le mépris, etc. Donc ça, c'est la tradition révolutionnaire du refus, la question du refus. Ça marche bien. Mais en même temps, il y a la possibilité ou non de l'installation d'une autre tradition politique qui existe, a été dit avant moi, qui est celle de la question démocratique, du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui était grosso modo, il faut installer les conditions démocratiques d'un discours pluraliste. Vous savez, c'était la fameuse formule de Messali en 46-50, qui est peu connue par les Algériens, qui était celle de la négociation de la conférence de la table ronde, de tous les partis politiques qui devaient tous, sans exception, sans exclusive, discuter tous ensemble pour définir les contours de la nation algérienne. D'accord ? Vous avez à la fois, par conséquent, la tradition de la révolution et de la violence, et vous avez aussi, dans l'histoire algérienne, la tradition de la négociation, du compromis pour essayer de sortir des situations de crise. Et cette deuxième tradition réapparaît ? Et cette deuxième tradition réapparaît vraiment aujourd'hui ? Elle ne réapparaît pas forcément aujourd'hui. Vous avez raison, bien sûr, je comprends très bien la subtilité de votre question, c'est qu'on est toujours, disons, dans cette tradition révolutionnaire, parce qu'il le faut, parce qu'il faut faire avancer réellement les choses. Mais vous savez, il y a quand même la volonté aujourd'hui de trouver une issue politique. Il y a la volonté, vous savez, quand les gens disent assemblée constituante, etc., ça veut dire trouver les moyens concrets, de trouver des formes de compromis politiques qui permettent de dégager des hommes et des femmes qui puissent porter ce projet. Il y a eu énormément de réunions à Alger, ailleurs, en Algérie, pour essayer de dégager ça. Ne croyez pas qu'il n'y a pas eu... Les gens font de la politique, c'est ça que je veux vous dire. Ce ne sont pas simplement des marcheurs qui bondissent des banderoles humoristiques. Ce sont aussi font de la politique. Et ils ont essayé plusieurs fois, à travers des réunions de partis politiques, rassemblant l'ensemble de l'arc politique algérien, on ne va pas tous les décrire, y compris jusqu'aux islamistes. Vous avez eu des rencontres qui ont eu lieu avant l'histoire du Covid, et pour essayer de dégager des plateformes communes. Vous avez un certain nombre de personnalités algériennes, très connues, certains décriés ou pas, mais qui ont essayé de sortir, vous savez, des appels de personnalités politiques pour essayer de trouver des compromis politiques. Alors le problème, c'est de trouver ce compromis politique dans une situation où on a un pouvoir sur la défensive et une société méfiante. C'est ça la difficulté du compromis. Une société méfiante parce qu'elle a peur de perdre les acquis, disons, de ce processus, et un pouvoir sur la défensive qui lui aussi, disons, se méfie de la négociation politique avec ses partis, ses formations, ou ses hommes et ses femmes politiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est dans ce mouvement-là. On est dans un moment particulier. Donc il ne faut pas dire dans un moment particulier, c'est foutu, vous n'arriverez jamais à sortir d'une plateforme, ou à l'inverse, le pouvoir est très fort. Ce qui est important, c'est l'ébranlement. C'est le mouvement. Personne n'aurait pu prédire il y a seulement un an que des millions d'Algériens, c'est pour ça que ce n'est pas des gilets jaunes, c'est des millions d'Algériens. C'est beaucoup plus fort comme mouvement. Parce que c'est toutes les couches sociales de la société et dans tout le pays. Et vous savez, l'Algérie, c'est un pays gigantesque. Encore une fois, des Touaregs au Kabyle, en passant par les Chaouis, etc. C'est gigantesque. C'est un pays gigantesque. Et donc, à partir du moment où vous avez des millions de gens qui marchent, eh bien, vous êtes dans une situation, précisément, où vous avez les bases qui sont posées, maintenant, au bout d'un an de bataille, les bases qui sont posées pour essayer d'élaborer politiquement des sorties, mais pas pour se faire voler la victoire, comme en 62, 65, 67. C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai débat. Mais les bases sont posées. C'est ça qui est nouveau. C'est le seuil. La question centrale. Mais en même c'est temps, pas on voit savoir bien... si c'est un échec ou un succès. La question centrale, c'est un franchissement de seuil.
On a franchi un seuil en Algérie. Benjamin Stora, on voit quand même qu'il y a des freins. Vous-même, dans votre livre, vous nous expliquez qu'au fond, l'Algérie est héritière d'un certain jacobinisme. Vous citez les walids, les préfets, qui jouent un rôle très important pour, au fond, structurer la société, structurer l'État, mais aussi structurer la société. Et donc, on a l'impression que la crise des moteurs idéologiques, avec le socialisme, avec la question de la nationalisation, avec la question du panarabisme, tout ça a créé des conditions qui font que la naissance d'une nouvelle société, de l'individu à la nation, paraît à la fois abstraite et en même temps pas claire comme perspective. On peut toujours la proclamer, mais si vous voulez, la question qu'on se pose, c'est où sont les moyens de faire avancer une solution concrète qui irait dans le sens que vous signalez dans votre livre, à savoir la promotion de ce pluralisme. Ben écoutez, dans mon livre, j'ai quand même évoqué toutes ces plateformes politiques, tous ces rassemblements politiques, tous ces gens qui ont essayé, disons, de sortir des programmes politiques. Il y a eu des débats très très importants. Faut-il ou non discuter avec les islamistes? Quelle est la place des femmes? Je veux dire, par exemple, la question de l'égalité homme-femme à l'intérieur, disons, de la société algérienne, ça a été l'objet d'un débat dans les réunions politiques qu'on ne connaît pas ici en France. C'est ça le problème que je pose, moi. C'est qu'on ne peut pas réduire l'Algérie à des jeunes sans histoire, sans politique, et qui sont joyeux et pacifiques. Il y a des forces qui existent, des intellectuels qui réfléchissent, il y a des gens qui se battent et qui essayent de sortir des formes de compromis politiques. Encore une fois, au risque de me répéter, il y a des bases nouvelles qui sont posées. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a seulement un an, c'est pas beaucoup un an en termes historiques, c'est rien. Il y a seulement un an, on avait un pouvoir qui paraissait très fort, immobile, autiste, qui n'entendait rien et qui, de manière, disons, terrible, continuait son chemin sans jamais faire attention à ce qui se passait dans sa société. Voilà, ça c'était la situation il y a un an. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre la mémoire, il ne faut pas tout le temps reconstruire l'histoire, etc. Et est-ce que ça a changé? Bien sûr que ça a changé. Bien sûr que ça a changé. Vous ne croyez pas que le pouvoir... Vous voyez le changement du coup? Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu que c'était vous qui... Je regardais en toi. Et Thibault Valentin. Où vous voyez ce changement? Le changement, c'est très simple. Lorsque vous avez, par exemple, vous avez eu cette discussion tout à l'heure avec l'interlocuteur précédent, Mohamed Bakir, bon, lorsque vous avez un pouvoir qui dit maintenant il va falloir réformer la Constitution, à sa manière, évidemment, vous croyez que le pouvoir, sous Bouteflika, avait envisagé la modification en profondeur d'une révision constitutionnelle? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous croyez que le pouvoir, avant un an seulement, pouvait admettre l'existence d'une manifestation de masse d'1 million de personnes en brandissant des drapeaux berbères? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais ce serait existé. Donc il y a bien des choses qui se sont produites dans cette société. Non, mais il y a des victoires, mais incontestables. La question qui se pose, c'est de savoir si ces victoires vont être suivies d'une réelle structuration de la diversité, avec la possibilité d'un compromis à l'échelle nationale. Seul l'avenir va nous le dire. Seul l'avenir va nous le dire. C'est-à-dire que seule, disons, la sortie du Covid nous le dira. Qui est-ce que les manifestants reprendront? On ne peut pas prédire dans le bar de café. Moi, tout ce que je peux dire simplement, c'est de signaler toute une série de points qui se sont installés dans cette société aujourd'hui et qui n'existaient pas il y a un an. Qui n'existaient pas il y a un an. Je veux dire, des manifestations en Algérie avec des femmes qui manifestent par milliers, ça n'existait pas il y a un an. Vous comprenez ça? C'est des trucs quand même qui... Donc on ne peut pas, ici en France, faire des analyses sur la société algérienne en considérant que c'est une société froide, homogène, uniforme, où il ne se passe jamais rien, où les issues politiques sont impossibles. Elles sont impossibles. Je veux dire ça, il n'y aura jamais rien qui se passera. Lorsque ce peuple se met en mouvement, qu'il institue des choses en termes de pluralité, de place des femmes, etc., qu'est-ce qu'on lui dit? Attention, les islamistes, l'échec est devant nous, et les jeunes vont partir avec les haragas. Voilà, ça c'est la réponse qu'on fait, alors que les gens se mettent en mouvement pour essayer d'avoir un avenir meilleur et un toit sur la tête. Et on leur répond ça. Il faut quand même, je veux dire, à 1 heure d'avion de Paris, essayer d'adresser un signal fraternel et amical au peuple algérien, qui combat depuis un an,
pour essayer d'arriver à la démocratie politique. Oui, Et non d'accord, pas mais de lui dire adressons comme tous les signal, signaux que vous voulez. attention, l'échec est devant vous. Benjamin Stora, adressons tous les signaux que nous voulons. Le problème, Oui, mais il est c'est quand on important. analyse, attendez, quand on C'est analyse les important, choses. il y a des millions d'Algériens qui vivent en France. Je voudrais que vous C'est répondiez à la important. question suivante. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui ont fait 200 000 morts, les islamistes, Non, c'est et pas qui ont 200 été à 000, c'est pas l'origine grave. de ce mouvement, en fait, aujourd'hui, sont complètement Non, j'ai pas dit discrédités ça. en Algérie et n'ont Non. plus de force politique et Mais ne sont pas pas du tout. susceptibles de reprendre la mise? Mais pas du tout. Les islamistes, c'est comme le pouvoir. Les islamistes, c'est comme les forces démocratiques. C'est comme tout le reste. Ils avanceront au pas de la société. Ils avanceront au pas des événements. Ils s'adapteront ou pas au pas des événements. C'est tout. Bien sûr qu'ils existent, les islamistes. Ils existent au Maroc, ils existent en Tunisie, ils existent en Égypte. Je ne vais pas faire la liste, elle est longue. Ça fait partie, effectivement, l'islam politique fait partie, depuis l'effondrement du socialisme arabe, du nationalisme, du nasserisme et tout ce qu'on voudra, depuis les années 70-80, eh bien, les islamistes apparaissent comme une force politique, pas comme une force religieuse, par parenthèse, c'était très juste ce qui a été dit. Hein. Le projet islamiste, c'est le projet théocratique. Hein, ce n'est pas un projet de plus de religion dans la société, parce que très souvent, ce qu'on appelle les islamistes connaissent assez peu la religion. Fermons cette parenthèse. Donc ces forces-là, elles existent, bien sûr. Elles ne vont pas disparaître comme par enchantement, mais aujourd'hui, le mot d'ordre politique principal des manifestations, ce n'est pas le Daoula Islamiyya, ce n'est pas État islamique. C'était le cas à Alger en 1991. En 1991, le mot d'ordre des manifestants, c'est le Daoula Islamiyya. Et les types, ils défilaient avec le khamis et la marque comme ça. Et on a vu ça à Alger aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes qui brandissent le Coran et chantent ça? Non. Non, 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 parce que les forces politiques de l'islamisme sont elles aussi obligées de s'adapter au mouvement réel de la société. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a un mouvement réel de la société et toutes les forces, que ce soit l'État, les forces démocratiques ou tous les islamistes, tout ce que vous voudrez, eh bien, elles seront obligées de compter avec ce mouvement de la société algérienne qui est éduquée, qui est une société consciente, qui est une société qui a une très forte mémoire historique, très très forte mémoire historique, et avec qui il faut compter. Enfin, je dis forte mémoire historique parce qu'elle s'inscrit encore une fois dans une tradition révolutionnaire qu'elle ne veut pas abandonner. Elle ne veut pas abandonner cette tradition révolutionnaire. C'est ça dont on a du mal à mesurer le poids aujourd'hui dans la société intellectuelle française. Donc je pourrais développer comme ça à l'infini. Merci beaucoup. Non, attendez, je voudrais encore vous poser une question. Allons-y. C'est cette diversité. Est-ce que vous avez l'impression que se forge à l'intérieur de ce peuple dont vous chantez le mouvement avec lyrisme, est-ce qu'à l'intérieur de ce peuple, il y a des forces politiques différenciées qui jouent un rôle déjà d'organisation? Bien sûr qu'il y a des forces qui jouent des rôles d'organisation. Vous avez des collectifs d'avocats, vous avez des collectifs féministes, vous avez des collectifs de mouvements berbères, bien sûr, qui jouent leur rôle, leur partition, qui sont là, qui existent. Ben, visiblement, vous n'êtes pas au courant des réunions qui se sont tenues à Alger et ailleurs, qui ont duré des dizaines d'heures, où les gens se sont affrontés politiquement pour savoir quel type de plateforme il fallait adopter, quel type de programme il fallait adopter. J'en parle dans mon livre de ces réunions. Regardez bien à la fin. J'en parle de tous ces gens qui se réunissent, qui se rassemblent, où ils se disputent sur les points-virgules. Vous savez, c'est comme dans tous les processus politiques révolutionnaires, on débat sur les points-virgules, les préfaces et toutes ces choses-là. Ça existe en Algérie. Ça existe. C'est-à-dire que les gens ils sont pas tous homogènes, tous d'accord sur la solution de crise. Maintenant, comment ça va se structurer de manière définitive? Est-ce qu'il n'y aura pas des reculs? Est-ce qu'il n'y aura pas des formes de répression? Bien sûr qu'il y en aura. Vous savez, toute révolution, elle appelle la contre-révolution. Il faut bien comprendre ça. Il y aura aussi des arrestations, il y aura peut-être aussi des reculs momentanés, il y aura peut-être des moments très difficiles et très durs. Il y en a déjà. Mais il y en a déjà. Mais ça a été dit déjà tellement de fois dans cette émission déjà et partout ailleurs, bien sûr. Mais il y a un mouvement de fond. Et sur ce mouvement de fond-là, et on verra à la sortie du Covid, peut-être que je me trompe, mais on verra à la sortie du Covid, eh bien même le pouvoir politique actuel sera obligé de faire avec, sera obligé de composer, sera obligé de sortir, disons, une série de solutions politiques, en ayant ou pas recours à l'histoire longue de l'Algérie contemporaine. Merci Benjamin Stora. Alors je voudrais, au terme de cette émission, conseiller à nos auditeurs, à nos spectateurs, d'aller lire vos livres, bien évidemment, et notamment le dernier livre que vous avez publié aux éditions Bayard et qui s'appelle « Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika », mais aussi peut-être de réfléchir aux spécificités d'un mouvement populaire
et je retiendrai cette idée essentielle qui est dans votre livre, au fond, le rapport à 1789, le rapport à la Révolution. On est en face d'un mouvement révolutionnaire dont peut-être les Français n'ont pas pris toute ampleur. Si vous voulez prendre toute l'ampleur, réfléchissez-y. Merci.